Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui la ministre italienne de l'Université de la Recherche, Madame Anna Maria Bernini. Également dans l'actualité, Djibouti réaffirme sa vocation de plateforme portuaire et stratégique en mer Rouge. Dans ce qui est de l'actualité régionale et internationale, cette fois, les dirigeants africains soutiennent un financement accru en faveur de la Somalie. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République Madame Anna Maria Bernini. Madame Anna Maria Bernini, ministre italienne de l'Université de la Recherche de l'Italie. L'audience entre le chef de l'État et la ministre italienne de l'Université a servi de cadre à l'identification des volets complémentaires de coopération dans des secteurs stratégiques entre Djibouti et l'Italie, notamment concernant l'échange académique, la promotion de la recherche scientifique, l'éducation, l'agrotech, l'intelligence artificielle et l'énergie verte. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la ministre de l'Université et de la Recherche ont mis en exergue l'importance de renforcer une collaboration prometteuse pour stimuler l'innovation, le développement des compétences, la croissance durable au bénéfice des deux pays. Et à l'issue de son audience avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, la ministre italienne de l'Université de la Recherche a indiqué, je le cite, cet entretien a mis au profit le rôle pivot que joue Djibouti pour le renforcement de l'éducation, promouvoir la recherche scientifique et le renforcement des partenariats dans les secteurs stratégiques, le renforcement des savoirs. Elle a également remercié la République de Djibouti pour son appui aux forces des Aspides pour protéger les navires et préserver la liberté de navigation. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche par intérim, M. Dr Jama' Mohamed Hassan, s'est exprimé en ces termes. Conduite par Madame la sénatrice Anna-Maria Bernini, qui est la ministre des Universités de la Recherche en Italie. Madame la ministre a été reçue en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les discussions ont porté sur le renforcement et le raffermissement de la coopération déjà existante entre l'Italie et Djibouti, notamment, comme elle a dit, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'échange des étudiants, des chercheurs et la mise en place de projets de recherche communs. Bien entendu, le secteur de l'agriculture a été abordé aussi, l'échange des techniques dans le milieu aride, l'agriculture dans le milieu aride, et bien entendu le secteur de l'énergie, à savoir la géothermie et les technologies marimotrices. Madame la ministre est venue hier en visite officielle de 48 heures. Elle a été aussi rendre visite aux forces italiennes stationnées à Djibouti. Et donc, on a discuté aussi avec le chef de l'État de la sécurité dans notre région, avec la participation de la marine italienne aussi aux forces Aspides. Il y a une frégate italienne qui est actuellement là et que la sénatrice a visité aussi. Donc, voilà un peu les points qui ont été abordés durant cette audience. Également dans l'actualité, il y a cet entretien exclusif avec le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Au menu de cet entretien, la sécurité maritime, les grands projets d'infrastructure et les perspectives économiques pour le pays. Président, dans un contexte où les routes maritimes internationales sont confrontées à des défis sécuritaires sans précédent, et alors que les tensions en mer Rouge redessinent les équilibres géostratégiques de la région, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté maritime internationale sur la fiabilité des Djibouti en tant que plateforme logistique sûre et de confiance? Pensez-vous que cette situation renforce
l'importance stratégique des Djibouti et comment les ports et les zones franches se préparent-ils à saisir les nouvelles opportunités qui en découlent. C'est vrai, nous traversons une crise difficile qui n'était pas prévue, surtout pour le détroit des Bab el-Mandeb, qui est littéralement un des pays riverains, décide de taxer tous les navires qui passent. Et lorsqu'on taxe les navires, c'est un transporteur, transporte des marchandises qui appartiennent à des propriétaires des marchandises. Il répercute tous les coûts du fret maritime. Et on est passé de 3 000 à 10 000 dollars par conteneur pour les pays de la région. Donc, je pense que nous, on va aussi, on ne peut pas absorber ces charges. Et on réfléchit comment ne pas travailler à perte. Donc, les ports de Djibouti sont là, comme avant, pour accueillir les navires. Les ports de Djibouti ont été toujours prêts. On a toutes les facilités nécessaires. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, nous avons au total 6 ports. On avait seulement un seul port avant. C'est celui-là, là où on est assis aujourd'hui. On en a ajouté 5 autres. Des ports en eau profonde, bien équipés. Donc, on est prêt à accueillir tout business qui nous demande nos services. Nous, on est prêts, mais on n'a pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe en tant qu'entité commerciale. Nous avons assez de ports pour servir tous les pays de la région. Nous n'avons pas l'intention de surinvestir et de créer, de construire d'autres ports, d'autres zones franches. Donc, on essaie déjà d'utiliser au mieux les infrastructures qu'on a construites. Et ça va prendre pour remplir. Ça dépend de l'économie mondiale, de l'économie de la région. Et place cette fois à notre focus de ce 15h consacré aux efforts consentis par la République de Djibouti pour la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb. Avec nous sur ce plateau, Tarek Adnan. Bonjour Tarek. Bonjour Fardous. Nous allons parler du détroit de Bab el-Mandeb qui appartient au droit international, pas à un seul pays. Toute tentative d'imposer un péage au navire s'avérait être une tentative et une atteinte à la souveraineté des États riverains. Oui, Madame Fardous, 29 km, c'est la largeur du détroit de Bab el-Mandeb. À son point le plus étroit, 29 km d'eau entre l'Afrique et l'Arabie. Et dans ces 29 km, chaque jour passe 60 à 80 navires, 12% du commerce mondial, du pétrole, du blé, des conteneurs par milliers. Et donc cet été, ces passages a vacillé. Alors, cette semaine, une chose est sûre, Djibouti n'est plus un simple spectateur en mer rouge, c'est un acteur. La présidence l'a redit avec fermeté, le détroit de Bab el-Mandeb appartient au droit international et pas à un seul pays. Toute tentative d'imposer un péage aux navires qui le traversent serait pour Djibouti une atteinte à la souveraineté des États riverains, au commerce mondial, à la stabilité de toute la région. Et les faits suivent le mot. Un nouvel accord vient d'être signé avec la mission navale européenne, Aspides. Concrètement, les ports djiboutiens et les infrastructures du pays seront mis à disposition pour protéger les navires marchands qui naviguent en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Al Jazeera récemment a consacré un reportage à ce travail, la modernisation des gardes-côtes djiboutiens, le développement des ports, l'effort pour sécuriser un passage par lequel transite près de 12% du commerce mondial. Autre étape, à Riyad, cette fois le lancement d'une alliance navale défensive multinationale à l'initiative de l'Arabie Saoudite, des dizaines de pays réunis autour d'un même objectif, partager le renseignement, coordonner les opérations, protéger les grandes routes maritimes. Autre point, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, y a pris part. Son message a été clair face aux menaces qui pèsent sur la navigation en mer Rouge.
aucun pays ne peut agir seul. Alors une question se pose, pourquoi Djibouti est-il à chaque fois dans la pièce? La réponse tient une position géographique, des infrastructures modernes et une diplomatie qui ne dort jamais. Semaine après semaine, le pays le prouve. Dans une mer rouge sous tension, ce sont le droit, la coopération et le dialogue qui protègent le mieux une route stratégique pour l'économie du monde entier. Merci Tarer pour ces précisions concernant donc les efforts consentis par Djibouti pour sécuriser la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb. Dans le reste de l'actualité, il y a ce magazine consacré au permis de conduire. Plus qu'un simple document, c'est un levier pour trouver un emploi dans le transport, la logistique des services aux auto-écoles. En pleine expansion, voici le parcours pour décrocher sans permis. C'est dans le grand format de la rédaction, préparé par Ali Abdillahi et Sadiq Mohamed. Dans plusieurs secteurs tels que le transport, la logistique ou certains services publics et privés, le permis de conduire constitue souvent une condition essentielle d'embauche. Face à ces exigences du marché du travail, de plus en plus de candidats s'inscrivent dans des auto-écoles afin de renforcer leurs compétences. C'est vrai qu'un nombre important de jeunes demandent l'obtention des permis de conduire. Et notre permis de Djibouti a des renommées internationales. Elle est reconnue partout dans le monde. En ce qui concerne le nombre très élevé de gens qui arrivent et qui demandent ces derniers temps l'obtention des permis, elle leur permet d'obtenir un emploi. Il y a une explosion démographique à Djibouti, des extensions, des nouvelles constructions immobilières, les ports, il y a eu de nouveaux ports. Depuis ces dernières décennies, la demande était vraiment élevée. Mais le permis de conduire leur permettra d'avoir un emploi, de gagner leur vie. Pour réaliser ce reportage, nous avons visité 3 auto-écoles de la capitale. L'auto-école moderne, l'auto-école Abgal et l'auto-école La Paix. Obtenir mon permis me permettra de trouver un emploi plus facilement et d'aider ma famille, a indiqué ce candidat. L'État djiboutien, en collaboration avec des partenaires privés, renforce la formation à la conduite en modernisant les auto-écoles et en améliorant les examens théoriques et pratiques. L'objectif est d'assurer une meilleure sécurité routière et une formation de qualité pour les futurs conducteurs. Différentes catégories de permis sont délivrées selon le type de véhicule. Chaque candidat doit passer un examen théorique, code de la route et un examen pratique, la conduite. Un contrôle médical d'aptitude est également exigé selon le type de permis et la formation comprend 2 volets essentiels. La formation en circulation, le positionnement, les intersections, la conduite sécurisée et une formation théorique liée à la vitesse, la signalisation, les sanctions et les préventions routières. L'obtention du permis B repose sur 2 examens. Examen théorique général où 40 questions en minimum, l'on attend 35 bonnes réponses. L'examen pratique, minimum 20 heures de formation et une durée de 30 minutes, ainsi qu'un parcours en circulation avec un examinateur. Selon responsable de l'auto-école Abgal, le système djiboutien prévoit plusieurs catégories de permis adaptés aux différents types de véhicules. Chaque catégorie nécessite la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique de conduite. Je souligne l'importance de la discipline de candidat et il y a également une hausse de la demande pour les permis de conduire. Le rôle essentiel du permis réside dans l'employabilité des jeunes. Aïcha Hassan, responsable de l'auto-école La Paix, insiste sur l'importance de la formation et de la sensibilisation à la sécurité routière. La formation comprend la conduite en circulation, le positionnement sur la chaussée, la gestion des intersections, le respect de la signalisation,
Une formation théorique axée sur la prévention des risques, la vitesse, les règles de priorité et les sanctions prévues par le code de la route. Elle évoque également les défis rencontrés lors de formations, l'importance du respect du code de la route, ainsi qu'une meilleure collaboration avec les autorités du pays. C'est international برميدين ودن ولي بالو وطا أنا يوروبا أنا عربها دحديدا ودن ولي بالو وطا. Mokhtar Mohamed Roblé est gérant de l'auto-école moderne. Il met en avant la modernisation des outils pédagogiques, le suivi personnalisé des candidats, le renforcement de la sensibilisation à la sécurité routière et son impact socio-économique qui, a-t-il souligné, est important à bien des égards. En parlant de ces 41 ans d'expérience et d'existence de notre auto-école, qui est l'auto-école moderne, j'ai une pensée au fondateur de l'auto-école moderne, qui n'est autre que mon père, M. Mohamed Roblé Ouaïs, qui a tant donné pour que nous ayons un certain standard de formation à la conduite et au code de la route. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de développement, d'innovation pédagogique, de stratégie moderne d'apprentissage et d'amélioration continue de nos services. Nous, en tant qu'auto-école, notre auto-école qui est l'auto-école moderne, nous exigeons une certaine discipline et assiduité de nos élèves dans la poursuite de leur apprentissage au code de la route et à la conduite. Outre la formation de nouveaux candidats, de personnes qui, pour la première fois, passent leur permis de conduire et apprennent le code de la route et la conduite, nous formons aussi pour le perfectionnement à la conduite pour les conducteurs professionnels, tels que ceux qui travaillent dans le port. Notre auto-école est l'une des rares auto-écoles qui possède ou qui enseigne toutes les catégories de permis. Au-delà de la formation technique, le permis de conduire joue un rôle essentiel dans l'intégration sociale et économique. Pour de nombreux jeunes, il représente une étape décisive vers l'indépendance financière et l'accès à l'emploi. Mon but, c'est en fait, mes parents ont 2 voitures en fait, mais ma mère elle est en fait malade. Pour cela, j'aimerais aider en fait pour la famille, déporter les petits enfants. Le but de l'acquérir, c'est d'être financièrement, non pas financièrement, mais indépendante, le fait de partir là où je veux avec mon voiture et tout. Voilà, c'est tout. Ces permis professionnels sont les catégories C et D et exigent également des examens pratiques rigoureux. C'est ce que nous témoignent ces jeunes candidats. Avec la croissance du secteur du transport et des services, la demande en conducteurs qualifiés continue d'augmenter. Soulignons également l'importance d'un système de formation structuré et exigeant. Le système djiboutien prévoit plusieurs catégories de permis adaptés au type des véhicules, chacune nécessitant la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique. Au-delà de la formation technique, le permis joue un rôle crucial dans l'intégration sociale et professionnelle et favorise l'indépendance et l'autonomie financière. Il faut savoir une chose. Durcir le permis va garder la valeur réelle de notre permis. Nous avons le droit et le devoir de préserver la qualité. Surtout, il y a la qualité et la valeur. La qualité des permis qu'on les donne, c'est un document authentique, original, avec des cachets secs. Et respecter les différentes étapes, le code, le conduite intérieure et extérieure, cela permet aux jeunes d'apprendre facilement et de respecter le code de la route, d'éviter beaucoup d'accidents, de sauver des vies. Ça rentre dans la sécurité routière. Le permis de conduire à Djibouti est devenu un véritable levier d'insertion sociale et professionnelle. Grâce aux efforts conjoints de l'État et des acteurs privés, la formation continue évolue afin de garantir sécurité, compétences et opportunités pour les futurs conducteurs. Également dans l'actualité, la gendarmerie nationale a organisé du 26 au 30 juillet un stage de formation consacré aux techniques d'intervention sur véhicules au profit des personnels du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale.
Cette formation a réuni 18 gendarmes du GIGN et avait pour objectif de perfectionner leurs compétences en matière d'intervention tactique sur différents types de véhicules dans le respect des exigences opérationnelles et des règles de sécurité. Dispensée par des instructeurs de la gendarmerie de la République de Turquie, cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération étroite entre les deux institutions en matière de renforcement des capacités opérationnelles et d'échange d'expertise. Durant 5 jours, les stagiaires ont suivi un programme intensif alternant enseignement théorique et mise en situation pratique. Les principaux modules abordés ont porté sur les techniques d'intervention sur véhicules légers 3 à 5 portes, les techniques d'intervention sur un bus, les méthodes de fouille de véhicules et de palpation de sécurité des personnes à bord, les positions de tir au pistolet automatique et au fusil, suivi également d'une séance de tir pratique. Cette formation s'est achevée par un exercice de synthèse permettant aux stagiaires de mettre en application l'ensemble des techniques acquises au cours de la semaine dans un scénario opérationnel réaliste, et ce en présence des chefs de mission de l'ambassade de Turquie à Djibouti, du colonel attaché militaire de l'ambassade, du conseiller en coopération sécuritaire, de coordination de la TICA et de plusieurs officiers de la gendarmerie. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Les dirigeants africains réunis en Ouganda affirment leur engagement en faveur de la mission de l'Union africaine en Somalie et appellent à un financement renforcé, soulignant son rôle dans l'accompagnement des autorités somaliennes en matière de sécurité, de stabilité, de consolidation des institutions. Les participants ont également mis en avant l'importance d'une plus grande autonomie africaine dans le financement des activités et des initiatives de paix et de sécurité. L'Union africaine appelle également à renforcer la préparation face à un possible épisode d'El Niño en 2026. L'Union africaine a appelé les États membres à intensifier les mesures de préparation en mettant l'accent sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce, d'amélioration des capacités de surveillance des risques climatiques. L'organisation panafricaine a également souligné l'importance d'une coopération étroite entre le gouvernement, les institutions régionales, les partenaires humanitaires afin d'anticiper les effets potentiels du phénomène et de limiter ses conséquences sur les populations, les infrastructures et les secteurs agricoles. À Gaza, cette fois, une frappe aérienne israélienne a détruit 2 entrepôts de médicaments et un hôpital à Dar el-Balah. Les autorités sanitaires ont indiqué que la frappe avait également endommagé les cliniques ambulatoires de l'hôpital, perturbant une partie des services médicaux assurés aux patients. Ces incidents interviennent alors que le système de santé à Gaza est confronté à des graves difficultés marquées par une pénurie de médicaments, de fournitures médicales ainsi que par des dommages subis par plusieurs établissements de santé depuis le début du conflit. Et nous allons au Pakistan cette fois où de fortes pluies de mousson ont entraîné une montée des eaux dans plusieurs villages de l'Est du Pakistan où les autorités et les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour accompagner les habitants et assurer leur sécurité. Dans certaines localités, les précipitations ont recouvert de vastes zones agricoles, conduisant les familles à rejoindre des secteurs plus sûrs à l'aide d'embarcations mises à leur disposition. Et pour clore ce journal, nous allons au Japon où les autorités poursuivent leurs efforts de secours, d'évaluation des dégâts après le puissant séisme qui a touché la préfecture de Kumamoto dans le sud-ouest du pays, avec une surveillance renforcée de l'activité sismique et des éventuels replis. D'une magnitude de 7,1, le tremblement de terre a provoqué des dégâts dans plusieurs zones, tandis que les équipes d'intervention des services de secours continuent d'apporter assistance aux populations affectées
et d'évaluer l'état des infrastructures. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.